Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Interséance. Je suis Maxime et je suis de retour après 2 semaines entre crise de foie et rhume. 2024, ça va bien se passer, j'y crois, vous en faites pas. Mais bon, on a de quoi bouffer cette année au cinéma, cette rentrée est vraiment remplie d'énormes films très très intéressants. Et pour m'aider à la dégustation, je suis accompagné de Léa. Bonjour à tous. Salut Léa. Tanguy, salut. Bonjour, comment ça va? Bah moi ça va, je vais mieux, disons que je vais mieux. 2024 ça va bien se passer, j'y crois. Il a une très belle coiffure. J'ai une Très super belle coiffure. Cosplay Drago Malfoy. pour résumer. Arrêtez, ça y est. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler donc comme d'habitude de 3 films avec une recommandation. On va donc commencer par le phénomène de la zone d'intérêt de Jonathan Glazer. On continuera ensuite avec Iron Claw avec Zac Efron, puis L'Homme d'Argile. Est-ce que vous êtes ok les copains? Oui, pour ma part. On peut dire non? Bah oui, mais du coup on s'arrête là et puis on arrête d'avoir Bon, une bah, carrière écoute, et on devient continuons. boulanger. C'est paradoxal. C'est un peu compliqué. Pour rappel, Interséance est un podcast où on spoil, donc faites attention à vous. Et on va commencer du coup avec le film de Jonathan Glazer, The Zone of Interest, bande-annonce. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Bah si tu veux, Léa, vas-y, je te laisse commencer. Alors, Jonathan Glazer signe son 4e film, très attendu, en 23 ans de carrière, après Sexy Beast, Birth avec Nicole Kidman, Under the Skin avec Scarlett Johansson. Et là, on retrouve donc la grande Sandra Hüller. La zone d'intérêt, c'est le Grand Prix du Festival de Cannes 2023. C'est une adaptation d'un roman de Martin Harris, qui est malheureusement décédé le jour de la projection du film Non, de Jonathan Glazer au Festival de Cannes, oui, mais non. qui était en compétition pour la Palme d'Or. Et ça raconte l'histoire de Rudolf Holz, basé donc sur des faits réels, un commandant d'Auschwitz-Birkenau. Mais le réalisateur, pour parler de la Shoah, a décidé de filmer hors champ et non pas à l'intérieur du camp. Donc le film s'éloigne de la représentation par le monstrueux des nazis pour filmer le quotidien de cette famille, la famille Haus. À la production, on retrouve le studio A24. Encore eux. Ouais. Aussi Access Entertainment, c'est une société d'investissement privé mondiale qui participe au financement de A24. Et Film4, c'est une chaîne de télévision disponible au Royaume-Uni et en Irlande. Et parmi les coproductions, on retrouve la société House Productions qui a coproduit Iron Claw aux côtés de A24, dont on va parler tout à l'heure. Ils se mettent bien, ils se sortent de 2 films géniaux là en 2 semaines. Non, mais je crois que là, on a vu j'ai vu combien de films cette année? Je crois qu'on est déjà à 3 à 24. Je crois en Oui. début d'année qu'on a On regardé. est qu'à un mois de 2024. Il y a combien de films par 24 sans et compter lesquels sont mauvais Tous surtout. ceux qui sont sortis en fin d'année. Ouais, aussi. Donc, Il y en a eu pas mal, hein. Dream Scenario qui est arrivé, ouais, et puis je- tout ça. J'ai pas vu. Mais c'est à 24 là, vraiment, ils sont absolument partout. C'est phénoménal. Tu as un auteur qui veut écrire un récit avec un peu de liberté. C'est à 24, fin du bail. Et avant qu'on commence à donner nos avis, je voulais parler un peu de la technique parce qu'il a tourné en 6K, je crois, avec des caméras Sony. Mais en fait, je crois qu'à l'aide d'une IA, il a retransformé les images en 4K, mais je sais pas, je connais pas très bien ce truc. Donc, Effectivement, on se disait qu'il y avait un espèce. Alors, Ou alors c'est peut-être ce qu'il a tourné avec la caméra thermique. ouais, c'était peut-être ça. Après, Oui, c'est c'est vrai qu'il y a un peut-être espèce de. Il y a quelque chose avec l'image, on se disait, du film quand on est sorti de la séance. Beaucoup plus proche documentaire, donc peut-être que le fait d'être en 6K. il y avait Justement, un côté j'avais lu, peut-être, moi, qu'il voulait absolument, définition. au plus, même à la couleur, vous avez remarqué, la couleur du film, elle est assez particulière, c'est qu'il voulait absolument se rapprocher au plus de l'œil humain. Il est vraiment, comme tu as dit, dans une C'est filmé à direction la lumière documentaire. naturelle. La Je lumière crois qu'ils n'ont naturelle. pas utilisé vraiment de... On peut parler D'accord. aussi au point où on en est, si on est sur ce moment, comment ils ont filmé, parce qu'en fait, le film a été vraiment fait dans des conditions très peu communes par rapport à des productions de cinéma, c'est-à-dire que ils avaient la maison et ils ont placé les caméras à différents endroits et les acteurs du coup jouaient. Il y avait aucune équipe technique sur le plateau, dans le décor, c'était que les comédiens qui jouaient et d'ailleurs ils ne savaient pas forcément quand est-ce qu'ils allaient couper, ils ne savaient pas non plus dans quel angle de vue ils allaient être pris, ils étaient juste complètement complètement laissés au jeu et par ce principe-là, Jonathan Glazer se met un petit peu aussi en retrait face à une forme de mise en scène. Enfin, c'est de la mise en scène, mais il se met un petit peu en retrait par rapport à du mouvement. Il laisse juste jouer
et juste il se pose et il regarde. Comme nous devant le film, on se pose et on regarde. Oui, Donc, la quasi-totalité des plans dans le film sont des plans fixes. Il y a, je crois, 2 Il y a- travelling. C'est ça, il y a... Oui. Et 2 plans en extrême plongée, mais c'est des plans fixes Ouais. quand même. Et non, même les scènes en extérieur, elles sont fixes, globalement. Ouais, Si, oui. il y en a qui sont un peu rapprochés, on voit des inserts sur ce Avec qu'elle met, la petite fille, avec la Ouais. caméra thermique, là, non, c'est pas des plans... parce que je crois qu'il y a un Mais peu bon. plus, il y a un peu plus de mouvement. Mais ça fait, il y a, en effet, le film est très particulier dans sa forme, dans son concept, dans la façon qu'il a été tourné. Et même quand tu le vois, il est assez bizarre. Mais enfin, assez bizarre. Disons que c'est vraiment pas le genre de film que tu es habitué à voir en général. Il se démarque du lot. Et tout le monde l'a vraiment remarqué parce que le film, il est en train de faire un tabac phénoménal. Tout le monde est en train de dire que c'est un des meilleurs films de l'année, un des meilleurs films de la décennie. Un film qui qui est instantanément inscrit Qui au aurait dû l'histoire avoir du la cinéma. Palme d'Or. Qui aurait dû avoir la Palme d'Or, mais moi j'aime Justine Trier. Mais en effet, le film The Zone of Interest est en train de, dans le monde de la critique tout du moins, parce qu'en termes juste de rentrée, pour l'instant c'est trop tôt pour le dire, mais en termes de critique, c'est vraiment annoncé comme un film absolument phénoménal. Donc nous trois, là, vous deux déjà aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà juste par rapport à votre ressenti qu'est-ce que vous avez, quelle est votre impression à la sortie du film? Bah alors déjà, par rapport à l'image, il y a une forte sensation d'hyper-réalisme qui est voulue par le réalisateur. Et on a presque l'impression qu'on va être captivé par l'image par moment. Et c'est aussi accentué par le jeu froid des personnages, notamment cette Sandra Hüller qui est complètement démoniaque et effrayante. Et non, c'est un film absolument génial. On va revenir plus en détail. Moi, je regrette juste qu'il n'ait pas eu la Palme d'Or. C'est un film hyper audacieux qui se confronte à une question qui est assez importante dans l'histoire du cinéma, à savoir comment est-ce que tu peux représenter l'irreprésentable, comment est-ce que tu peux représenter l'extermination alors qu'on n'a pas vraiment d'image, sur quoi tu te bases, comment rester éthique. C'est vrai qu'en fait, il y a toute une... On en parlait un petit peu hors micro tout à l'heure. Il y a toute une histoire autour de la représentation de la Shoah et dans l'histoire du cinéma qui a toujours été perpétuelle. C'est toujours un questionnement qu'il y a eu. Comment est-ce qu'on représente ce massacre-là ? Parce que justement, pendant la période de Seconde Guerre mondiale, il y avait il y avait quasiment plus de cinéma en France. Et puis autour, il y avait tout était en suspens. Il y avait quasiment plus de cinéma. Et du coup, quand la guerre s'est arrêtée, il a fallu se poser la question de comment on montre ça, comment on représente ça. Surtout, les gens ont mis du temps avant de découvrir ce qui se passait Et vraiment. oui aussi. C'est surtout ça. Et oui aussi. Il y avait En fait, quasiment c'était personne, même en Allemagne, qui était vraiment au courant de ce qui se passait avec cette histoire-là. Oui, Ouais, et c'est puis un truc à c'est noter, surtout que sur le terrain, les Allemands n'ont pas pris de photos, eux. Non. Et il y a quelques personnes qui ont pris des photos dans les camps, mais c'était un peu en mode caméra cachée, quoi. Donc on voit pas vraiment Après, il y a beaucoup évidemment de témoignages. et de grand-chose. vidéos qui Après, restent. voilà, effectivement, on a des témoignages, on n'a pas forcément besoin d'images. Mais la question s'est quand même posée quand il a fallu faire des films qui le représentaient, quand il a fallu justement comment on montre le pire de l'humanité, comment est-ce qu'on peut montrer ça. Et l'exemple qui avait défrayé la chronique à l'époque, c'était le film Capot. Le film Capot qui justement représentait un camp de concentration et le film Capot qui avait représenté justement la Shoah et une prisonnière qui essaie de s'échapper de Auschwitz et qui va se littéralement crucifier ou littéralement s'étendre sur un barbelé et mourir du coup électrocuté par ce barbelé. Et à ce moment-là, le réalisateur fait un travelling avant pour nous montrer justement la crucifixion c'est pas une crucifixion, je veux plutôt parler de crucifixion en termes d'imagerie, mais de cette personne, de ce personnage-là sur ce barbelé. Et juste ce travelling-là avait provoqué un espèce de tollé à l'époque, surtout avec les cahiers du cinéma, avait complètement défoncé le film, on dire on ne peut pas faire ce travelling-là, parce que faire un travelling comme ça, c'est rendre ce moment beau. C'est romantiser, lui donner une esthétique, exactement. C'est romantiser la situation et on ne peut pas romantiser ce qui est à ce point le mal, ce qui est à ce point les ténèbres de l'humanité, ce qui a pu être pire. On ne peut pas le remonter, on n'a pas le droit de le représenter comme ça. Il ne mérite que mépris pour ça. Donc ça avait provoqué un tollé assez énorme et tout le long depuis cette époque-là, il s'est posé la question de comment on représente ce moment-là. Oui, mais en fait, ça évoque la question de la reconstitution de l'extermination dans les chambres à gaz, puisque
dans ce débat, c'est aussi cette question-là qui s'est posée. Mais tout l'intérêt du film, c'est justement que lui ait choisi un point de vue qui est complètement autre à partir de la vie quotidienne de la famille House. Donc de placer sa caméra dans la maison, à l'extérieur de cette zone d'intérêt. En fait, la zone d'intérêt, c'est les 40 km, je crois, qui entourent le camp. Et l'intérêt, en fait, c'est pour les Allemands, grossièrement, l'intérêt humain que représentent ces personnes-là ou justement leur non-intérêt. Donc voilà. Et là, le film, il s'éloigne un petit peu de la représentation monstrueuse des nazis aussi, pour filmer le quotidien de cette famille. Il s'est appuyé sur des photographies de la famille House. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est l'utilisation qu'il fait de l'image et du son. Et donc, on a beaucoup parlé de cette première séquence avec le fond noir et la musique, enfin, c'est cris, en fait. Le film s'ouvre vraiment sur 3-4 minutes d'image quasiment, noire et musique. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une sorte de chœur en souffrance abstrait qui est assez similaire à, je crois, à celui qu'on pouvait avoir dans Le Fils de Sol de Laszlo Nemes. Je sais pas comment on prononce son nom. Oui, Le Fils de Sol. Donc là, son film s'ouvrait avec une séquence d'ouverture où on avait une reconstitution hors champ avec le son, donc de l'extermination des chambres à gaz. Mais en fait, on entendait des sons hyper réalistes. Et là, justement, le réalisateur a choisi déjà d'avoir une sonorité qui n'est pas forcément réaliste, parce que ce qu'on entend, c'est les cris de souffrance des gens qui sont dans le camp. Et par contre, moi, ce qui m'a énervée, c'est que toute l'histoire du film, elle est dite au travers de la musique et de ce chœur-là qui, en fait, continue tout le long du film, et notamment au générique de fin. Et j'étais la seule à voir le générique. À rester jusqu'au bout. Non, mais je me suis fait tout un truc d'un débat sur qu'est-ce que c'est que le générique au cinéma, à quoi ça sert. Parce qu'en fait... justement, cette première séquence qui ouvre le film avec cet écran noir et ces cris-là, elle se poursuit tout le long du générique de fin, vraiment jusqu'à la fin. Et donc, le fait que les gens soient partis avant de voir le générique dans la salle, ça y est, quoi. Le film est fini, les gens, le générique n'a même pas commencé, ils s'en vont, quoi. Ça pose quand même la question, je suis un peu moraliste, je vais poser un cul de gueule, mais... finalement, pourquoi est-ce que tu viens voir le film en tant que spectateur ? Est-ce qu'il n'y a pas une question un petit peu de respect ? On n'est pas face à Netflix avec sa télécommande où on zappe pour passer à une autre série. Bah, tu vois, j'ai envie de te dire que nous, quand on a vu le film, on est parti au milieu du générique aussi, parce que justement, dans notre habitude de consommation, on n'est pas... habitué à voir, où on est habitué juste au générique à partir à cet instant-là, et que nous, je sais qu'on n'avait pas fait le lien que toi là tu fais et qui est hyper intéressant de se dire qu'en fait tout le long du film on a ces bruits de tout ce qui est l'horreur du film, tout ce qui est horrible n'est jamais montré, mais par contre il est toujours entendu. À aucun moment les sons de Auschwitz ne s'arrêtent. Et nous, en sortant, on n'a pas eu cette présence d'esprit de penser ce truc-là. Et en fait, donc ça dépend aussi, mais t'as raison sur un truc, c'est que c'est vraiment aussi la façon qu'on a de consommer ça. Et c'est un peu ce qu'on avait dit déjà par rapport à la création de ce film. C'est pas un film qu'on consomme comme n'importe lequel. C'est un film qui est très particulier sur ce genre. Mais pour revenir au générique, moi je me suis dit finalement, est-ce qu'il n'a pas déplacé la question qui était celle qu'on se posait au début, comment représenter l'irreprésentable ? En fait, il la pose au spectateur. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça et à écouter, en fait ? Et les gens ne sont pas prêts puisqu'ils sont partis. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas été attentifs. Ça reste une œuvre d'art, et face à une œuvre d'art, il y a un devoir peut-être, en tout cas un abandon, une contemplation à avoir. Et c'est vrai que ça m'évoque un peu l'attitude qu'on peut avoir quand on va visiter des musées. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On se balade comme si on était en train de regarder des pots de fleurs. C'est marrant parce que, tu vois, il y a la série Blow Up d'Arte sur les génériques. Ouais. Donc c'est un truc qui a quand même un peu de succès, mais ils parlent souvent des génériques de début. Il y a plus de 80 vidéos. En fait, on parle quasiment jamais des génériques de fin. Et c'est vrai qu'il y a des réalisateurs comme Gaspard Noé, ou d'autres qui, Jean-Luc
Godard. Je crois que dans le mépris, enfin moi c'est une interprétation que j'avais fait un jour, c'est que dans le mépris, Jean-Luc Godard ouvre le film comme si c'était un enterrement et il cite les noms des gens qui ont participé au film, un Oui, peu comme si c'était un En fait, un il truc, il fait comme les génériques à l'ancienne, mais sauf qu'il le fait à l'oral. Voilà, mais du coup ça donne un effet comme si c'était un générique de fin, une sorte d'enterrement, etc. Même Donc, récemment, j'ai vu Tar, justement de Todd Field, et le film commence avec le générique. Et j'aimais beaucoup le fait qu'il commence par le générique, parce que son message, c'est vraiment tu vas t'asseoir et tu vas te concentrer sur ce que je vais te montrer, et je vais te montrer un putain de film. Et c'était un putain de film. Mais c'est-à-dire que juste ce genre de film, comme dit Zone of Interest, demande quand même pas mal de clés, je veux dire aussi. C'est que je crois vraiment que Zone of Interest, il y a un petit bagage avant d'aller le voir. Et c'est ce qui te permet de vraiment te rendre compte de la puissance du film. Tanguy, tu peux nous faire un petit point de ton avis sur... Alors, j'ai pas aimé... Non, c'est faux. Non, je n'irai pas jusque-là, c'est faux, parce que c'est un film que je trouvais ultra intéressant, à des idées qui sont... je vois plutôt mises en place. On parlait par exemple des caméras tout à l'heure, on rigolait en disant que c'était à la Resident Evil, et techniquement, c'est des résidents démoniaques, techniquement. Il y a vraiment ce côté... télé-réalité, introspection, cette envie en fait de montrer, et ce que disait le réalisateur, que en fait l'horreur vient de nulle part, et cette espèce de comment dire, de routine quotidienne étrange, d'avoir des enfants qui jouent dans le jardin, de parler des plantes, de la serre, de se commander des vêtements, de récupérer des bottes sur une fille qui a été enfermée, et à côté avoir constamment la cheminée qui crache de la fumée on ne sait pas quand, on va essayer de éviter d'imaginer, même si on se doute bien ce que c'est, des cris en permanence. C'est quelque chose que je trouve est très 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 intéressant là-dessus. Néanmoins, j'ai cette étrange impression que malgré toutes les bonnes raisons que ce film a d'exister, il y a ce truc en fait où je me dis qu'est-ce que ça apporte de plus à tous les autres films que j'ai pu voir sur ce sujet-là, même si l'angle, encore une fois, est quand même très très intéressant. Mais voilà, c'est pour ça que j'étais cette espèce de... Peut-être pas que j'ai pas aimé, parce que c'est faux, mais de déception. Ouais. Parce qu'on me l'a vraiment beaucoup vendu, et je ne sais pas, encore une fois, on parlait de représentation, je ne sais pas exactement à quoi je m'attendais. Est-ce que c'était à être choqué, ce qui en soit choquant, parce qu'encore une fois, le film, il y a cette espèce de froideur par rapport au quotidien de la famille, face à des trucs qui sont... je pense simplement la scène où ils sont en train de se baigner et qu'ils se rendent compte qu'ils ont balancé les corps, les cendres et tout, et que là d'un coup ils vont se laver. Enfin, il y a quelque chose d'horrible là-dedans. Il le fuit, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là où il va envoyer ses gamins, vraiment, ne regardez pas ça, vraiment, éloignons nos yeux de l'horreur. On ne regarde pas ça. Ils veulent pas qu'il soit sali, en fait, presque. Et aussi, ouais. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit, le fait que les gens peut-être soient partis à la fin, c'est qu'il y a un peu ce côté où le film, c'est pour montrer que à partir du moment où tu penses avoir raison, tu peux accepter n'importe quelle horreur, parce que c'est vraiment ça le film, et que des gens ne prennent pas ça au sérieux. Bon, après, encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent au cinéma tant qu'ils emmerdent pas les autres, n'est-ce pas, les deux dans la salle derrière, pardon. Mais voilà, c'est pour résumer mon avis. Je crois qu'il faut qu'on commence à en débattre pour que ce soit un peu plus profond, mais voilà, c'est une tentative intéressante. Mais j'entends. Et je pense que toi et moi, Tanguy, on allait le voir ensemble au cinéma. Et c'est vrai que pareil, j'avais cette espèce d'attente un peu énorme, en mode on me dit que c'est un des films qui est déjà, c'est ce terme-là, inscrit déjà dans l'histoire du cinéma. C'est phénoménal ce qu'on va voir. Et je suis rentré avec beaucoup d'attentes. Je suis rentré un petit peu, je pense, avec un regard de spectateur qui en voulait pour son argent. Je crois qu'il y a un petit peu de... et ça me fait réfléchir, en plus, Léa, quand ce que tu dis par rapport aussi au rôle qu'on a en tant que spectateur quand on regarde ce genre de truc. C'est pour ça que c'est intéressant en vrai de voir les attentes qu'on a par rapport à un film qui a un sujet comme ça. Ouais. Est-ce qu'on s'attendait à ce soit ultra dramatique, c'est une vraie question par rapport à ça. Bah en fait ouais, moi je sais que quand on est sortis tous les trois, rappelle-toi, on était vraiment dans un truc de ok, pourquoi on a vu ça, un peu incompris, même on s'était presque un petit peu ennuyé, tu vois. Moi ma première impression c'était bon bah ouais. Mais après c'est sur les bails, parce qu'après entre temps je me suis renseigné, j'ai quand même vu des trucs sur le film, mais voilà, c'est intéressant à dire. Mais c'est vrai que sur ce moment il y avait un peu ce côté. Qu'est-ce que je viens de voir voilà. Ouais, pourquoi je viens de voir ça? Moi j'avais un peu un truc de... Il y a 2-3 moments dans le film où c'est très expérimental, où justement on s'est filmé en caméra thermique, où à un moment on a un espèce de flash forward pareil, et où ces moments sont très en dehors de ce qu'on voit en général. Du coup j'ai un peu l'impression, à des moments cette impression
d'un peu art contemporain, c'est Comme d'expression si artistique. c'était venu de nulle part. Ouais, un peu peut-être. venu de nulle part, un petit peu, je dirais. Ça lui qu'est-ce que donne va un faire côté là un peu donneur de leçons. Ouais, en fait, c'est ça. Il y C'est a vrai. un côté, il y a un côté C'est, discours frontal, un petit peu film à thèse, tu vois, qui, moi, me mettait un peu dehors parce que je n'étais pas en train de ressentir quelque chose de puissant. J'avais l'impression d'écouter un gars qui me balançait une thèse. Et c'est ce que je suis sorti en sortant du film. Je pense pas que j'aurai le même avis maintenant, parce que le film a mûri en moi. Je pense même aller le revoir, peut-être, parce que je crois que j'ai pas perçu je crois que j'ai pas assez perçu le drame de tout ça. Bah pour moi, justement, il y a un truc par rapport à ça. On parlait de peut-être faire une thèse ou faire la morale. Bon, après, le sujet, c'est un peu compliqué de faire la morale par rapport à ça. Mais disons que moi, le truc qui m'a un petit peu gêné sur la fin. On doit être sur les avis, je vais peut-être parler de ça après. Mais c'était en fait les extraits dans le monde réel où j'ai pas vraiment compris leur place. J'ai beaucoup continué de réfléchir là-dessus. Pour moi, justement, un film qui cherche tant à montrer l'heure, mais toujours la montrer, peut-être que c'est pour montrer l'après, mais je trouve que c'était peut-être pas nécessaire. Parce Disons, ouais. de jouer là-dessus, en tout cas, de montrer plus frontalement. Pourquoi pas Les- nécessaire? Justement, vu que le film joue sur cette espèce de quotidien horrible mais caché, Là, tu parles des scènes dans le musée pour qu'on soit Ouais. précis. que pour moi, en fait, j'avais un peu ce côté, je n'ai pas vraiment compris le contexte dans lequel elles apportaient quelque chose en plus de ce qu'on comprenait dans l'histoire de base. Pour mettre au contexte juste, on est En avec tout cas. on est avec le personnage principal, le général Hoss. Je sais pas quel est le bâtiment, je sais pas quel est le lieu. C'est une espèce de C'est réunion. à Berlin. C'est À Berlin, une réunion de généraux. c'est tout, C'est ça. Et il va rentrer à Auschwitz, Avec c'est des la SS, nuit, ouais. avec des SS partout, c'est génial, on fait la fête. Et là, c'est la nuit, il va rentrer chez lui, et d'un seul coup, il a une espèce de Roland de vomi dans le couloir. Il regarde à l'extrémité du couloir, et d'un seul coup, on est dans le futur. On est sur les camps d'Auschwitz aujourd'hui, où on voit des femmes de ménage en train de nettoyer le musée. Dans le musée, ouais. Dans le musée, c'est ça, où on voit justement tous les souliers des personnes mortes. À ce toutes moment-là. les photos des disparus, on voit vraiment tous les détails. C'est ça. Et on a un espèce et, de. Et après, on retourne avec le général Hoss dans le couloir. Donc, il veut nous faire voir une espèce de flash que le général aurait eu. Et on termine le film là-dessus. Est-ce que ce serait pas. peut-être que tu vas donner ton avis avant. Moi, j'avoue que Parce qu'en vrai, j'étais j'y assez, réfléchis, mais. j'étais assez paumé par rapport à cette séquence-là. Moi, les deux choses que ça m'inspirait, c'était. Finalement, déjà, juste le devoir de mémoire qui doit être, je pense, dans ce genre de film, c'est un passage obligé qui doit le rester, c'est génial, c'est important. Le devoir de mémoire de se rappeler de ce qui a existé et de ce qui a vraiment existé, de ce que le film ne nous montre pas, et de ce que le film met hors champ ou autour du champ, je reviendrai à ça après, mais de se rappeler de ça pour que ça n'arrive plus. Je pense qu'il y a cette espèce de première pensée, et ensuite, moi, j'avais un peu un sentiment en le voyant de un peu à quoi bon, un peu un truc de mais finalement toute cette horreur là elle a servi à quoi? Il y a un peu un truc de on est 70 ans dans le futur, et tout ça pourquoi finalement, en fait, pour rien. Il y a un peu un côté Non, mais en vrai, je pense que, pour revenir sur la scène, en vrai, je pense que c'est peut-être plus un espèce de retour vraiment à la réalité. Parce que, et quand on parlait de représentation, par exemple, toi tu parlais de la scène du film, j'ai oublié où pareil, il y avait Capot. la façon de montrer, de sublimer ça. Là, il y a un peu un côté, on est dans la vie d'une famille qui est un peu, pas rendu sympathique, c'est un peu hardcore ce que je dis, mais c'est vraiment le contexte qui est mis, c'est de montrer que c'est une vie de famille quasiment normale, si ce n'est les travails respectifs des gens de cette famille. Il y a un peu ce côté retour à la réalité où en fait, vous avez vu ces gens normaux là, cette petite famille sympa avec les enfants, en fait, eux, ils ont bossé sur ça. Je pense que c'est surtout ça, ce que ça veut dire, mais après, est-ce que c'est... ils étaient là-dessus. Toi, tu Il y a l'invoques ça, comment? mais il y a aussi le fait que deux choses. Déjà, il y a toutes les références à Shining, mais il y a aussi la question de la contemporanéité. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous aujourd'hui? Mais j'ai été assez frappée par ces femmes de ménage parce que symboliquement, donc on les voit nettoyer les vitres, ce qui entoure les chaussures des morts. Nettoyer le sol. Donc il y a tout ce truc du nettoyage, et il y a plusieurs scènes comme ça dans le film où, comme vous le disiez tout à l'heure, lorsque ils se baignent dans la rivière et qu'ils s'aperçoivent qu'il y reste des morceaux de mâchoire ou des cendres ou je ne sais quoi, ils retournent dans la salle de bain, ils nettoient les enfants, et donc ça veut dire ça, que en fait je pense qu'il a voulu dire qu'on ne peut pas effacer. Et ça rejoint ce que tu dis, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé, et en même temps, la réalité
dans la zone, c'est ça qui a eu lieu. Je peux pas le dire, mais c'est ça Non, mais c'est qui vrai a eu que... lieu. Et après, plus largement, si on se demande qu'est-ce que ça veut dire du monde contemporain, en fait, cette question, elle a été posée dans le magazine Trois Couleurs, la revue MK2, j'adore, à un spécialiste du nazisme qui s'appelle Johan Chapoutot. Et en gros, il dit que il reste encore quand même aujourd'hui des choses du nazisme. Donc, pour être un peu plus large dans notre fait parfois de considérer les gens ou les choses comme grossièrement de la matière utile ou non, sans intérêt ou non, tout ce qui concerne un peu la réification, c'est-à-dire le fait de considérer une personne comme un objet qui ne correspond pas forcément à sa réalité, mais aussi la question de la performance. Enfin bref, après il y a plein d'autres... Ah oui, le côté... c'est ce qu'on disait aussi. À Le ce côté massacre. industriel. Voilà, Et cet d'ailleurs, industriel qui est rendu compte aussi par toute cette amas comme ça de chaussures. Tu te rends compte, t'es face à quoi Puis d'ailleurs, quand on parlait du fait que le truc ne sera jamais effacé, je crois que la première image que tu vois qu'on repart à la fin dans le futur, en fait, c'est justement le crématorium, mais qui est en ruine, à peu près. Enfin, en ruine, Mais à c'est ça peu près, qui est nettoie. plutôt décrépit, on va dire. C'est ça qu'elle Oui, non, nettoie mais en plus. justement, c'est un truc qu'on voit toujours en point et dont il n'arrête pas de parler pendant tout le film, à chaque fois qu'il y a une réunion. Et justement, c'est le truc qu'on voit finalement à la fin. On Ouais. va filmer pour de vrai, parce qu'à chaque fois, c'est juste la cheminée cachée derrière le mur, cachée derrière le jardin, pardon, je m'éloigne du micro. Mais, Oui, voilà. ou alors la fumée qui sort, qu'on voit un petit peu au loin comme ça, Ouais. le feu. Précisément. Moi, je pense que c'est l'une des choses qui m'a peut-être, en y réfléchissant, le plus plu et à la fois le plus que j'ai trouvé le plus intéressant, et qui m'a peut-être fait finalement le plus peur. Moi, c'est justement ce côté industriel. C'est que le film, c'est vraiment un père de famille qui essaie de bien faire son métier, qui essaie juste d'être rentable, qui essaye de prendre soin de sa femme qui veut rester ici. C'est donc ça aussi la zone d'intérêt, il y a un peu ce côté la famille. Finalement, c'est un peu un film qui est anti-rêve américain, on pourrait le dire. C'est pour ça qu'il marche très peu aux Américains. Bon, alors, Non, je vais le voir. Oh si, quoique, Je vais le voir. si, il y a un petit C'est look, juste, je trouve ça marrant dans la représentation de la famille, parce que c'est un père de famille qui a une femme. C'est un peu le Fordisme, quoi. Oui, Voilà, ouais, voilà, c'est le exactement. Fordisme. On pourrait l'amener à ça. On pourrait vraiment faire un lien C'est par vrai que rapport à ça. C'est très contemporain. Hein, Ouais. c'est ça. Mais c'est vrai que le côté mais je vais être muté, mais moi je veux rester là, c'est ma maison, j'ai vécu c'est vrai qu'il y a vraiment un Tu vois, côté ce truc. drama C'est vrai. C'est très très- familial. C'est très juste. C'est pour ça qu'il ne fonctionne pas du tout aux États-Unis, le film, hein, d'ailleurs. Et qu'il est assez mis à l'écart. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est justement ce père de famille-là qui essaye juste. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est dans les scènes où il parle de son travail, tu vois. Où il est en train de dire moi, je pense qu'on devrait utiliser tel crématorium parce que ce serait plus rentable par rapport à la production de machin. Et tu sens que. Mais il est presque animé de bonnes intentions. C'est horrible dit comme ça. Bah encore mais, une fois, c'est il ça est le presque- film, hein, c'est c'est- les gens qui pensent, de leur point de vue, faire la bonne chose, et c'est Mais pour c'est ça ça. qu'il y a une normale, c'est il terrible. il veut, et c'est ça aussi le sens de la zone d'intérêt, c'est que la zone d'intérêt, c'est aussi, ça a 8 sens différents, du coup c'est un titre génial. C'est vraiment aussi la zone d'intérêt de sa femme, qui a construit tout un jardin, qui a mis en place sa maison pour éduquer les enfants, qui ne prête pas attention au son. Et c'est ça encore tout le long du film, comme nous. Elle est sourde, aveugle, Elles sont muette. aveugles de tout et ne veut C'est, pas Il y a- montrer. Il y a un personnage qui arrive justement, je sais plus si c'est sa mère ou si c'est une amie qui Sa elle, mère. Sa mère. ouais, c'est sa mère, ok. C'est sa mère. Très belle scène, Qui, justement, qui, quand, justement, elle, en fait, avec elle- le elle feu arrive derrière. Sur ce moment-là, il y a un peu ce côté en fait retour à la réalité où Elle putain, lui mais dit... c'est horrible. Elle lui dit, mais je crois qu'il y a mon ancienne patronne qui est dans le camp là en ce moment, quoi. Et sa fille, elle lui répond même pas, quoi. Elle s'en fout complètement. Elle Non, est mais si, absolument affreuse. ils en parlent encore une fois. Le côté les gens sont des objets. D'ailleurs, il y a aussi le catalogue des objets qu'ils ont retrouvés à un Ouais. moment. Et d'autres trucs horribles, mais je crois qu'ils ont pas mis dans le film par rapport à cette famille. Mais c'est vraiment. Oh, j'aimais bien ces rideaux. Putain, mais genre. Oh la vache. C'est la Ouais, ou violence de la le phrase. manteau de fourrure. Non, mais c'est. C'était quoi le manteau Oui, de le manteau de fourrure, fourrure, oui, c'est ça. C'est C'était- ouais. Bah, En elle fait, c'est- récupère des objets qui ont appartenu à mon des Dieu. juifs Elle qui les sont... essaie, elle les met, et à côté, t'entends toujours. Enfin, c'est. Voilà, Ah mon dieu, oui, c'est vrai. Mais elle est... Ouais, Vraiment, c'est- c'est l'un des personnages les plus affreux que j'ai vu dans tous les films que j'ai vus du Ah, cinéma. c'est ça. Moi, c'est vraiment le moment, Elle est, le moment juste où elle balance à sa servante.
je vais en parler de toi à mon mari et il va t'envoyer dans les camps. Et tu fais, Si je voulais, c'est ça. Si je voulais, si je comment il voulais, s'appelait, si je voulais, j'en parle à mon mari. c'est quoi, Friedrich, je sais plus, pourrait te mettre des coups de. Putain, c'est horrible. C'est marrant, c'est trop bizarre. J'ai pas ressenti vraiment la terreur en regardant le film. Plus j'y pense, plus j'en parle, plus ça me glace le sang. Oui, mais Je c'est sais ça, pas mais comment parce c'est que- bizarre. Il y a une espèce Et- d'effet à retardement que j'ai avec ce film. Oui, parce qu'encore une fois, l'angle que le film est pris, c'est vraiment genre. C'est fais pas ci, fais pas ça, version. C'est horrible. C'est horrible. C'est la version vie de famille c'est ça qui est horrible de en l'horreur, fait. c'est ça, cette exactement. espèce de. Et puis même là, je me rappelle. Souvent, il y a beaucoup les fois où ils discutent de trucs horribles, par exemple, on parlait du catalogue. Souvent, t'as la caméra qui est au fond du salon, planquée. Il y a un peu ce côté. Bon, c'est là, mais ils en parlent comme si c'était, je sais pas, ils parlaient des courses, je sais pas, il y a des promos Carrefour. C'est que ça. Exactement, et c'est terrible. ce qu'on retrouve dans les textes des nazis quand ils parlent des êtres humains qu'ils vont mettre dans les wagons ou Ouais. autre. Mm. C'est comme si C'est des chiffres, disaient quoi. Ouais, mais ouais, c'est- du fromage, quoi. C'est ça, c'est faire Du disparaître fromage, un pas maximum de de fromage. faire disparaître un maximum de gens. Et moi, il y avait le dernier point sur lequel, le deuxième point sur lequel qui me faisait vraiment froid dans le dos et de plus en plus, c'est que je pense que Glazer est tout à fait conscient qu'il y a d'énormes parallèles à faire avec aujourd'hui et surtout sur ce que tu disais aussi, Léa, par rapport à ce professeur qui disait qu'il y a toujours du nazisme aujourd'hui. J'ai oublié le terme. Enfin, on a des traces, on a de l'héritage. On a de l'héritage de ça. Et ce que Même dans l'informatique, avec tout ce qui est. oui aussi. la- Et avec La NASA qui a embauché tous les scientifiques qui sont avec, pas. oui, oui, On va avec- en parler. les systèmes de codage aussi. Voilà, exactement. Moi aussi, j'ai vu Imitation Game. Et, Ouais. mais maintenant, moi, ce qui me choquait peut-être plus aujourd'hui, c'est qu'on peut faire évidemment un énorme parallèle par rapport à la monstruosité, ce qui peut arriver faisons un parallèle entre la zone d'intérêt et puis les pays occidentaux qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a évidemment quelque chose une zone d'intérêt, un endroit de lieu sûr qui peut vivre un petit peu au-dessus de la population, comme l'Occident aujourd'hui, et qui se ferme les yeux par rapport à des horreurs qui peuvent arriver dans le monde autour et qui ne veut pas le voir, mais c'est bien grâce à ces horreurs que des pays riches peuvent survivre et peuvent prospérer, mais dans l'ignorance de l'horreur qui peut se passer dans le monde par rapport à aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi ça, moi, quand j'ai eu le parallèle, qui me dit ouais, c'est pertinent, il reste de ça. Il y a une part de monstre aussi dans notre société, par rapport à comment elle fonctionne, tout simplement. Et bon, voilà, je place ça là. Ça m'a donné matière à réflexion, mais je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce que c'est très large. Mais le film est ouvert à ça. Et c'est aussi une façon de dire que vraiment, le film est ouvert à énormément de choses. La zone d'intérêt, le terme de la zone d'intérêt est extrêmement intéressant. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir par rapport à la famille, c'est par rapport aux enfants, où il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, je sais pas si c'est volontaire, mais c'est comme ça que je l'ai compris personnellement. Il y a quoi? Il y a 3 garçons plus l'enfant. Non, le bébé, c'est. Il je y a sais plus 2 si c'est une filles au moins et 3 garçons, je crois. Et ça, il y a un truc qui est intéressant en fait avec les garçons, qui à certains stades sont un peu dans une sorte de mimétisme de leurs parents, où t'as le plus âgé qui lui finit par s'habiller en. Bah, il regarde la scène aussi, ça c'est qui regarde les dents en or arrachées, il s'habille en uniforme, le petit, le plus jeune qui est en train Il de enferme jouer, aussi son frère dans ouais, un il y a ça cerf. qui enferme dans une serre. Putain, j'ai même pas pensé à ça. Alors que c'est logique. Il y a cette partie-là. Le petit frère qui, lui, il commence aussi à mimétisme. Il répète ce qu'il dit, genre, ouais, il entend les gardes qui engueulent les mecs, il les imite. Et t'as le bébé qui, lui, n'est peut-être pas encore directement exposé, qui, lui, ne fait que pleurer du début à la fin du film. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y avait peut-être cette notion aussi Cri. du fait que, en permanence, il y a un peu ce. Bah, en fait, cette famille, la façon dont elle vit, influe les générations suivantes. Il y a cet axe-là qui peut être aussi intéressant. Comment tu transmets le mal? Voilà, quand je Mais ils ont transmets le mal. écrit des témoignages, les enfants, ils ont participé à des interviews, ils ont livré les vrais enfants de la famille House. C'est vrai? Ouais. Mon Dieu. Oui, juste pour parler peut-être un peu du personnage quand même de Hedwig House, la femme du commandant. De Sandra Müller qui fait une année Moi, phénoménale. ce qui m'a complètement... Ce personnage continue de me terroriser, et ce qui m'a complètement chamboulée, c'est la façon dont elle est filmée de manière mécanique. Elle avance comme un automate. Enfin, quasiment tous les personnages sont comme des automates. Ouais. Elle est complètement déshumanisée et en même temps, il y a un paradoxe parce qu'elle est très proche de la vie, au sens où elle est très proche de son jardin. Et le film aussi accorde une importance
grande importance à la question du jardin et de la terre. Et ce qui il met en scène comme ça le paradoxe qu'il y a en fait entre la proximité entre le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich et le jardin de la maison qui se poursuit un peu comme ça dans la forêt avec les espaces bucoliques, la rivière, où en fait tu as deux mondes qui sont là à côté l'un de l'autre, et c'est complètement paradoxal, et ça rejoint un peu ce que tu dis quand tu parles des pays riches et des pays pauvres. Mais il y a aussi ça, des scènes comme ça qui sont affreuses, parce qu'il y a la terre où tu vois un personnage qui va mettre de la cendre dans la terre, et donc en fait cette cendre va servir de matériau, de fertilisant pour la terre nourricière. On voit dans le paysage la fumée qui s'évapore. Et je trouvais ça intéressant que justement la grand-mère, quand elle regarde par la fenêtre, elle se mette à pleurer et à devenir alcoolique. Et ce que arrive à faire de bien Jonathan Glazer, c'est que contrairement à beaucoup de films qui traitent de ce sujet-là, comme je le disais en présentation, il n'a pas choisi l'angle de la monstruosité. Ouais. Et là, il a donné quand même une place aussi à ces Allemands, dont cette mère, je pense, qui n'était pas du tout en phase avec les agissements des nazis et voilà, et qui ont pu en souffrir, et qui en souffrent encore aujourd'hui en Allemagne. Mais même les enfants qui n'étaient pas forcément... ils n'ont pas fait le choix d'être là, et ils ont cette espèce... il y a papa qui a aux généraux qui vient payer, ils ont une musique, ils sont contents, ils ne s'en rendent pas compte, c'est normal. Il y a plein de choses, ils subissent quelque chose, ils subissent vraiment, c'est essayer d'isoler encore une fois le mal. D'où vient le mal par rapport à ça, en effet. Moi j'aime bien aussi comment dans le chant, on a utilisé beaucoup le terme de hors-champ en parlant de ce film, mais on n'est jamais vraiment hors-champ. Non mais c'est ça, on voit les murs, et même elle, à un moment donné, elle se balade en scène. On voit le haut des maisons, on voit la fumée qui monte, on voit les effets du crématorium. On est toujours quand même un petit peu à côté, tu vois. Ça ne disparaît pas, on le voit en fait. Non, c'est devenu la normalité de cette famille. Et voilà, exactement. Mais je pense que le fait qu'ils fêtent les anniversaires, ils lui offrent un kayak, ils vont se baigner entre 2-3, c'est tout. C'est dingue. Hein. C'est ça qui est terrible. Tu vois, ouais, c'est ça. Mais comment juste, moi je me rappelle du plan où... Et l'affiche, elle est très forte aussi pour ça. Hein. Avec la zone noire. Ouais, entre la zone noire et justement ce jardin, avec ce moment de convivialité familiale au bord de la petite piscine avec le toboggan. C'est exactement ça. Ça, c'est issu d'une vraie photographie. Ah ouais? Ouais, c'est une vraie photographie. Je les ai vus, le jardin, ils l'ont refait vraiment à l'identique. Ils ont tout refait à l'identique. C'est vrai, mon Dieu. Vraiment le jardin. Il y avait vraiment ce toboggan-là, comme ça. Putain, c'est... Non, mais t'as vraiment cette idée-là que c'est aussi ça la monstruosité, c'est que ces personnages-là le voient. Parce que nous aussi, spectateurs, on le voit. Nous aussi, on voit que ça déborde, que c'est partout. Donc ils le voient, ils veulent juste éviter de trop le regarder, le mettre un peu de côté. Mais ils en sont conscients, ils le savent, et ils en jouent. Et c'est là où ça devient terrorisant. Et il y a aussi un autre aspect par rapport à la zone, si tu as fini, Léa. Ouais, non, mais juste pour dire que oui, leur zone d'intérêt à eux, c'est leur espace vital. Exactement. C'est leur jardin. Donc après, le reste... Et c'est pour ça que Sandra Hüller, qui justement... Elle veut rester, mais je veux rester là, moi. Non, mais... C'est ça qui est terrorisant. Je veux rester là parce que j'ai construit le jardin. Auschwitz à côté de moi. Non, je reste. C'est le fameux coup du chérie, je suis muté là-bas, mais mais non, mais tu vois. Limite, c'est le scénario de Bienvenue chez les Ch'tis, limite, genre c'est horrible. La façon dont c'est montré. Le côté, c'est devenu juste, non, c'est ma maison, j'ai grandi là. Mais elle est presque plus affreuse que lui, en fait. Ouais. Je trouve. Lui, il a un côté vraiment employé de bureau qui se fait et qui est stressé par ses... Avec du recul, il y a vraiment ce côté presque pour le boulot. Tu pourrais dire qu'il subit quelque chose. Mais est-ce qu'il y a... Non, mais c'est la discussion lunaire qu'elle a avec lui quand il lui dit qu'il va être... Oui, tout le film est lunaire. À l'opéra. Mais aussi à l'opéra, moi je pensais plutôt au moment où il lui dit je vais partir, je vais être muté. Et où elle fait non, moi je reste ici. Oui, au bord de la rivière. C'est moi qui ai construit cet espace, qui a aménagé le jardin. Je fais ça pour éduquer les enfants. Moi, je m'en vais pas d'ici, c'est mon endroit. C'est sa revanche, en fait. Ouais. C'est la morale du faible, un peu. Aussi, il y a du Nietzsche là-dedans. Ouais, non, mais si, parce qu'elle dit, non, mais elle explique sa situation. Auparavant, elle avait quasiment rien. On imagine qu'elle vivait
Un 3 pièces où il n'y avait même pas de chauffage et même pas de... Même sa mère, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait. C'est les bourgeois, quand même. La fameuse femme dont ils ont... qui est peut-être dans le camp du coup, c'était son... elle était c'était sa patronne, C'était sa patronne, voilà. Oui, elle faisait le ménage pour elle. Donc carrément, cette espèce d'inversion de... Complètement. Non, mais changement de classe et qui fait que voilà. Et il y a aussi un truc de classe, hein, parce que c'est évidemment des bourgeois. Oui, parce que même la façon parle. dont on voit toutes les différentes maisons, parce qu'on se concentre sur elle, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres sur les côtés. Il y a ce côté un peu, on parlait de rêve américain, Fordiste, puis un peu ce côté bourgade américaine avec plein de petites maisons rangées. C'est 40 km quand même. Avec, voilà. Ah ouais. Okay. La zone d'intérêt, c'est 40 km. C'est 40 km, le contour. Ouais. Donc, oui. Il y a un autre petit moment dans le film, un vrai moment formel qui est intéressant. C'est à 2 reprises, on a le père Hoss, général Hoss, qui va aller raconter un conte à ses enfants avant qu'ils s'endorment. Et à ces moments où il raconte l'histoire, on passe en caméra thermique à l'extérieur du camp, dans cette espèce du coup d'image négative, où on voit une petite fille d'abord poser des pommes contre les talus de pierre, et puis ensuite aller les poser juste derrière les pelles, dans les camps, et rentrer à l'intérieur de la maison. On a ces deux scènes assez hors du temps, avec une caméra qui... Moi, la première chose que j'ai qui m'a choqué quand j'ai vu ces passages-là, c'est... Tiens, c'est très étrange, c'est une image qui ne pouvait pas exister à l'époque. Parce que c'est une caméra thermique, ça n'existait juste pas à l'époque, ce genre d'image-là. Pourquoi nous montrer une image comme ça à cette époque-là ? Pourquoi nous le faire pendant qu'il nous conte une histoire ? Et ça, c'est assez passionnant. Ouais, c'est un des points les plus intéressants du film, effectivement. Et ça rejoint la question de comment est-ce que tu peux aussi représenter ce qui a eu lieu. Et ce qui est très intéressant, déjà, c'est que la caméra thermique, en fait, elle fonctionne en présence de l'humain par la chaleur des corps. Ouais. Donc, du coup, il donne une présence vitale au personnage de cette fille qui incarne la résistance, mais de manière vraiment charnelle. Sachant que le cinéma a eu cette question-là, a été traversé par la question de la représentation de la Shoah, moi, ça m'a intéressé de voir qu'en fait, il a aussi intégré dans son film, même si ces scènes-là ne représentent pas ça, mais il a aussi intégré la caméra thermique qui est en fait issue du domaine militaire. Ouais. Tu n'utilises pas ça pour le cinéma. Non. Et donc ça, c'était hyper intéressant et je l'ai presque vu comme un geste cinéphobe, enfin, pas dans un mauvais sens, mais dans le sens où... c'est pas un geste vraiment cinématographique, c'est un geste militaire. C'est pas du tout esthétique. Il n'y a pas une espèce de ça ne raconte pas quelque chose par rapport à la forme sur son. Non, c'est juste d'un seul coup, on a une caméra thermique. Et ce que je disais, moi, ça me sortait un petit peu. C'est pas une image qui pourrait exister si on était dans un film d'époque qui se place à cette époque-là. Donc, on est encore dans il est en train de nous raconter quelque chose à travers la forme, et puis il est en train vraiment de nous sortir un message, un propos par rapport à ce truc-là. Et du coup, pour toi, ce serait plutôt lié face à un domaine militaire. C'est juste qu'il voulait faire en lumière naturelle. Non, c'est pas c'est pas un point de vue militaire, mais c'est un objet militaire. Mais non, il a voulu se rapprocher, je pense, que de la chaleur des corps et du côté un peu vital, parce que cette fille-là, elle représente la résistante. En fait, elle s'appelle Alexandra, et le réalisateur, il a rencontré cette femme-là. Je crois que c'est un ami à lui qui la connaissait, enfin je sais plus. C'est vrai, il a rencontré cette Oui, il a rencontré cette fille, je crois, 90 ans ou je sais pas quel âge elle a aujourd'hui. En fait, c'est une fille qui habitait là, c'était une Polonaise non juive, et comme d'autres enfants de la zone, apparemment, je savais pas que ces choses-là avaient eu lieu, mais elle essayait de venir en aide comme elle pouvait aux prisonniers, aux gens qui voulaient s'échapper, qui n'y arrivaient pas. Et d'ailleurs, on voit derrière les buissons, à un moment donné, des gens qui essayent de s'échapper, et avec leurs chevaux, là, ils les poursuivent. Je sais pas si vous avez fait attention. Si, ouais, je crois. Il y a un autre point, moi, qui me marquait avec ces instants-là. C'est sur le deuxième moment où elle va aller poser les pommes juste derrière les pelles. Quand elle re-rentre à l'intérieur, on a 2 plans. On a plan extérieur, on est en caméra infrarouge, comment on dit ? Thermique.
on est en caméra thermique quand la caméra est placée à l'extérieur et quand elle rentre. À un moment, on a un plan à l'intérieur. Là, on est retourné en caméra lumière normale. Ouais. Et on a un autre plan caméra thermique qui est placé à l'extérieur qui termine la séquence. Ce que ça montre bien, c'est que dès que la caméra est à l'extérieur, on est en caméra thermique. Dès que la caméra est à l'intérieur, on est en caméra normale. Donc ça renforce encore une fois cette idée de zone. La zone... Il y a deux réalités différentes. Exactement. Deux réalités différentes, deux réalités et deux façons de le représenter très différentes. Et on a encore en plus cette idée que tout le long du film, tout ce qui est en dehors de la zone n'est pas représenté, on ne voit jamais ce qui est en dehors de la zone, on n'est que dans la zone. Et ça relève du conte, ça relève de ce qu'il y a à côté de la légende, de quelque chose qui existe, de un autre chose. Et je pense qu'on peut peut-être faire le parallèle avec justement les contes que raconte Hoss à ses enfants. C'est Hansel et Gretel. Il y avait Hansel et Gretel en deuxième, et le premier, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était le Petit Pousset. Il y en a un autre, il y en a deux. Il y en avait deux, ouais. Les deux fois où on a la caméra thermique, c'est quand Hoss raconte une histoire à ses enfants. Donc il y a encore une fois, tu vois, l'idée du conte, l'idée de je te raconte une histoire qui est extérieure. Je vais romantiser l'inconnu autour de toi et ce que tu ne vois pas, ce qui est presque de notion de l'imaginaire. Comme ce moment où on est en caméra thermique, c'est une image qui est presque fantastique, qui ne peut pas exister. C'est ce que moi je me disais par rapport à l'image, je me demandais, il y avait un côté décor peint et justement le personnage qui lui se détache parce que du coup image thermique, il y avait un peu ce côté-là, un peu fantastique, dessin. C'est peut-être juste moi qui m'imagine des choses, mais pour suivre ce que tu disais. Mais en fait, j'avais pas fait cette interprétation-là, mais moi, comme tu dis, le personnage se détache et en fait c'est le seul personnage qui est filmé en plan épaule, je crois, cet enfant. Les autres sont toujours dans des cadres hyper symétriques, assez loin, mais on les voit, même le père, on les voit jamais vraiment, on voit jamais vraiment leur visage. C'est elle qui est filmée faut que je le revoie. Le plus proche, et c'est très intéressant parce que du coup, je me suis posé cette question-là, qu'est-ce qu'il en est des visages en dehors de la maison? Qu'est-ce qu'il en est des visages des gens qui sont autour, qui sont dans la zone d'intérêt? Et contrairement au film L'Homme d'argile dont on va parler tout à l'heure, les visages ici, dans ce film, ils n'existent pas. Les gens sont invisibles. Faut bien noter qu'en général, en plus dans le cinéma, j'apprends sûrement ça à personne, mais quand tu veux représenter vraiment une émotion brute, quand tu veux être rapproché de l'intimité d'un personnage, en fait, tu fais un gros plan, quoi. Tu vas aller te rapprocher au mieux de ses yeux, de son regard, de la porte de son âme, un petit peu, pour essayer de toucher cette intimité-là. Et c'est un trip de cinéma que tout le monde fait absolument. Et là, c'est vrai mais tu vois, pas tout le temps, mais c'est dans les bases, quoi. C'est dans les bases de chant contre chant classique, tu vois, enfin de faire un truc assez normal. Et c'est vrai que là, de se poser à l'extérieur et puis se poser, ne faire aucun mouvement, juste regarder en plein pied, tu filmes pas vraiment une intériorité, tu filmes pas un esprit, tu filmes pas une persona qui se crée, tu filmes un corps qui est là et qui vit. Et qu'est-ce qu'il dit, ce corps? Qu'est-ce qu'il fait? Ce corps dont on parle là, ce sont le corps de cette famille qui agissent comme tout le monde, qui sont en action, qui veulent juste se regarder en petite zone et puis gagner leur vie. Et il y a ça, du coup cet effet qui pourrait paraître simple devient tout d'un coup assez dramatique. Donc c'est assez fascinant de voir comment il arrive à rendre plein de petits gestes de cinéma, des choses assez simples comme ça. Il arrive à les rendre horribles et hyper lourdes. Et c'est pour ça que je pense qu'il aurait dû avoir la Palme d'Or, parce qu'il a fait des choses que jamais personne n'a fait dans le cinéma avant lui, je pense. Cet angle d'essayer de rendre, de montrer une famille d'Allemands nazis à côté des camps, je pense que c'était un sujet qui était très compliqué à aborder, je pense, notamment pour le côté de l'implantation. Et il risque de les rendre sympathiques, ce qui est un peu un truc qui est non négligeable. Donc voilà, c'est quand même un truc, c'est quand même un tour de force ce film, même si j'ai des Et pour conclure sur les visages, vu qu'on voit jamais vraiment de visage, à part les photographies à la fin, accompagnées des chaussures, ça pose aussi la question de la responsabilité. Bon, là, je vais faire un peu ma philosophe, mais il y a un philosophe qui s'appelle Emmanuel Levinas et qui, justement, au sortir, parce qu'il a vécu en Lituanie l'expérience
de la, de la Shoah. T'as l'expérience sociale horrible. Et ce qui l'a amené à écrire des textes prodigieux sur le visage. D'ailleurs, il était professeur à Nanterre. Où on a commencé le podcast. Mais ouais, tu vois, par exemple, il disait, j'ai noté la citation, le visage s'impose à moi sans que je puisse cesser d'être responsable de sa misère. Et en fait, ce que dit aussi le film, c'est que dans cette banalité du mal, il n'y a pas vraiment de responsable de cette... Et tu fais le lien par rapport au visage au fait et la seule qui est un peu responsable, c'est cet enfant qui, justement, a la conscience du visage des gens qui existent. C'est pour ça qu'elle leur donne des pommes et à manger. C'est pour ça qu'on va aller justement la filmer plus proche. Et c'est pour ça qu'elle est chaleureuse. Elle a la caméra thermique, chaleur qui dégage de son corps. J'avoue que je n'avais absolument pas fait tous ces liens et je trouve ça... Ah mais je viens de le faire maintenant voilà. en discutant. En live, c'est du live, mesdames et messieurs. Mais en vrai, c'était hyper intéressant. C'est pour ça qu'il y a plein de choses à dire. On était à 40 minutes et je me dis qu'on pouvait encore y aller. Palme d'or, hein, j'insiste. Hein. Non, mais voilà, on avait énormément de choses à dire par rapport à ce film. Finalement, ça montre bien que le film est passionnant, qu'il veut dire des choses, qu'il est fait pour qu'on y réfléchisse ensemble. Donc j'espère, pour ceux qui l'ont vu, que vous avez apprécié nous entendre parler de ce film et que vous allez peut-être faire comme moi et aller le revoir en mode mais en fait, j'ai compris l'essence de la vie, ce qui arrive souvent en général. Mais pour l'instant, passons à la suite. Tanguy, toi et moi, on a vu le film Iron Claw avec Zac Efron. Alors, on va en parler tout de suite. Bande annonce. C'est pas un secret. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike. Mais le classement peut toujours changer. Les inséparables frères Von Erich ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Le nouveau film du coup de Sean Durkin, dont je n'avais vu aucun film pour l'instant, j'ai l'impression que c'est son premier vraiment gros film. Il en a fait que 2 ou 3, il avait fait The Nest et Martha, Marcy, May, Marlène. Bon, c'est beaucoup de M. Mais je n'en avais vu aucun pour l'instant. Je n'avais entendu parler d'aucun de ces films. C'est le premier qui arrive. J'ai juste vu marqué A24 et j'y suis allé. Hein. En général, je fais comme ça. Mais là, qu'est-ce qu'on a pour ce film ? On a un retour de Zac Efron. Et je sais que moi, Zac Efron, c'est un comédien avec qui j'avais une certaine distance. En mode, je l'avais vu qu'il faisait des comédies musicales. Je l'avais bien aimé dans The Greatest Showman, ou un peu dans ce rôle de mec un peu premier de la classe, un peu beau gosse. C'est un peu là-dessus que moi je le connais. Je me dis oui, bon, bah, il joue, il sait jouer. Et première chose que quand je vois les affiches, quand je vois ce qu'il est, que je vois le secos guy qu'il est devenu, je me dis qu'est-ce qui se passe. Et c'est la première chose qui m'a choqué dans le film, c'est mon Dieu, en fait, Zac Efron, il joue putain de bien. Bordel, il m'a fait chialer. Bordel, il m'a fait chialer. Alors, on va faire un petit point sur nos avis, Tanguy. Est-ce que tu veux commencer pour donner un petit avis global que tu as pensé Pour donner un petit avis global, c'était super. Comment dire, ça m'a rappelé, en fait, le meilleur de Rocky et le meilleur de $1 Million Baby. Oh. Donc voilà. Deux très bons films. Qui sont deux très bons films, qui sont un qui est beaucoup plus triste que l'autre, mais que je trouvais très attachant. Le côté, la fraternité qui est très intéressante, le personnage de Zac Efron qui est, d'ailleurs tous les frères qui sont très intéressants, la façon dont ils se complètent, dont ils ont des personnalités différentes, le rôle du père qui est absolument incroyable. Je n'ai plus le nom d'acteur. Est-ce que tu as le nom de l'acteur ? Holt McCallany. Ouais, voilà, qui est aussi vachement impressionnant. Pour le coup, c'est non, voilà, moi perso j'ai été j'ai mis un petit coup, j'ai apprécié le film. J'ai vraiment apprécié le film. J'ai aussi passé un très bon moment. J'ai aussi passé un très bon moment. Le film vraiment est quand même, on peut le noter, assez dramatique. Il y a vraiment une dernière heure qui te tire vraiment en deux, te coupe en deux vraiment, et qui va te tirer aux larmes, c'est obligé. Le film est vraiment vraiment triste, mais pas pour rien. Quoique, je vais revenir un peu là-dessus plus tard. Mais de quoi pareil comme toi, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai passé un très bon moment devant. Peut-être si je pouvais faire un reproche global, ce serait que il y a un petit peu de longueur, peut-être sur la fin où il va nous tirer peut-être
un petit peu longuement l'alarme Non. et en même temps Non. et en même temps ma larme est venue l'alarme est venue chez moi, du coup j'ai chez moi bon ça marche, ça pourrait l'être mais finalement ça ne l'est pas. Moi ça a juste trop bien marché. Le film a trop bien marché pour moi. Le film déjà je veux faire un point sur le film. Le film est beau, putain. L'image, elle est belle. Le film, t'as cette espèce d'image pellicule qui tout le long où t'as ces corps, ces textures, cette espèce de contraste qui est amené, où juste le film, il est d'une beauté à voir, les paysages, cette espèce de golden hour perpétuel. Juste, c'est satisfaisant, c'est Il y a beau. vraiment une immersion dans... c'est années 70 ou 80 80. Ouais, c'était plus 80 du coup. Qui est... c'est super agréable à regarder, franchement. Franchement, il faut garder cette idée-là. Mais en fait, de quoi il parle vraiment ce film ? Il parle vraiment d'un père complètement obsédé par devenir le champion du monde du catégorie poids lourd de catch. Pardon, vas-y. C'est ça. Hein. Non, mais c'est ça, mais en dehors, en plus de ça, enfin ça c'est le thème principal. Ouais. Mais en dehors de ça, t'as surtout le côté malédiction qui revient souvent. Malédiction familiale Et c'est ça. du et je vais y père, venir. qui d'ailleurs, et c'est la scène d'ouverture du film, qui je crois est inspirée de Raging Bull. Du Ouais. coup, je n'ai pas regardé finalement, j'avais dit que je le ferais. Ça sera cohérent. C'est ma faute, tant pis. Mais qui a vraiment ce côté, en fait, transmettre un peu sa malédiction, l'envie de voir sa famille réussir, mais à un point où ça en devient toxique. Bah c'est ça en fait, Et c'est c'est qu'il là- va pousser ces 4 gamins à les entraîner comme jamais, Mais leur c'est faire ça. une vie tyrannique pour justement les faire devenir des champions, le champion que lui n'a pas pu devenir, et il va les rendre Il va héritiers mettre et le poids responsables. de lui, peut-être ses échecs à lui, Exactement. sur le dos de ses fils, de ses à un cinq- point où ça va les ses cinq- briser littéralement. C'est ça, de ces 5 gamins, et on va suivre comment, et ben en fait, comment ce rêve, cet objectif, va au fur et à mesure, mais complètement démolir en 1000 morceaux leur famille, leur fratrie, à cause du rêve et du narratif. Et je vais revenir sur le terme du narratif de ce père qu'il leur a imposé et auquel ils vont devoir essayer de se libérer, mais ça va être très dur et il y aura énormément de pertes. Mais c'est bien ça, toutes les questions. Le film parle donc, on pourrait dire, de masculinité toxique en termes de cet impératif que peut se mettre cet homme à devenir le top 1, le meilleur, le C'est ça, champion, pour le coup, devenir il y le a- seul et l'unique. Pour le coup, et c'est vraiment un film qui l'aborde bien, Oui. sans partir directement sur le il fait du sport. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans les personnages, en effet, t'as raison, par rapport déjà premièrement au personnage de Zac Efron, c'est qu'il a justement cette espèce de syndrome du héros un peu beau gosse parfait, tu vois, qui C'est qui ça amène... l'un des trucs... pardon, je t'ai encore coupé, je m'excuse. Un truc, on avait parlé aussi avec Axel, qui n'est pas présent, mais du coup on va en parler, c'est le côté qu'il a un corps qui est vraiment gigantesque, comparé à la réalité, et à ses autres frères, qui sont aussi dans le sport, mais enfin sauf un, mais bon, passons les détails. Et je sais que c'est un running gag qui, dans toutes les adaptations inspirées de faits réels, il y a toujours... les acteurs qui sont choisis sont plus beaux que d'habitude, mais là j'ai l'impression que ce côté, le fait qu'il soit vraiment dans un côté bodybuilding extrême, il y a ce côté, comme disait Axel du coup, petite dédicace, où il porte littéralement le poids de sa famille Complètement, dès le ouais. premier plan. Le poids Et de surtout l'aîné à un point où c'est absolument limite ridicule. Alors très impressionnant bien sûr, mais tous les autres justement, tous ses autres frères ont un corps qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup proche de à quoi les vrais frères ressemblaient dans la vraie vie. même ses Je trouve qu'il y a adversaires. ce truc qui est très intéressant, et j'irais même jusqu'à dire, alors c'est peut-être encore une fois une impression que j'ai, mais que plus il se détache de justement cette famille, et qu'il crée sa propre famille justement, Ça va être tout son complète truc. beaucoup plus, on va dire, ouverte aux émotions, et oh putain qu'est-ce que c'est beau c'est à la fin. Il y a ce côté où il y a l'impression qu'il prend moins de place dans le cadre, il est beaucoup peut-être parce qu'il est aussi habillé moins révélant, parce qu'il est moins dans ce côté un peu guerrier, mais il y a ce côté où on a l'impression qu'il est moins massif. Ouais. Et à côté, il lâche justement ce poids qu'il a toujours sur lui. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé très très intéressant. Comment il se sert, Zac Efron se sert de sa physicalité, Ouais, en plus du côté émotionnel. Je trouve que c'est un angle qui est très intéressant pour cet acteur-là. tout à fait, complètement. En plus, le premier plan du film, c'est quand même lui qui est en train de se lever et qui déborde complètement C'est du pas cadre. le premier du coup, mais Non, oui. pardon, le Il y premier a où vraiment on ce voit côté, Zac. il est dans son petit lit, il y a son frère qui est à côté, et lui, c'est vraiment... Oui, il est dans, c'est son lit, vraiment un truc où dans un lit d'ado en plus, En fait, dans un lit de mec de 16 ans. Tu et vois puis les le vois- autres, comment ils sont... Il y a vraiment ce côté... Ça ridicule. m'étonne de dire que c'est uniquement pour l'esthétique qu'ils ont choisi de le faire aussi balèze, en fait. Ouais, Que ça n'est pas une portée narrative, parce que moi, ça me semble ça en a nécessaire. forcément une. Je sais pas Cette comment il a espèce fait, mais ça en a- de monstre, de créature de son père qui Mais- le maîtrise un petit peu. Surtout qu'encore une fois, tu vois, beaucoup de fois dans l'histoire, ce que j'ajoute aussi là-dessus,
c'est que le fait que ce soit un peu le frère qui soit le plus sculpté, c'est jamais un truc qui est apporté dans l'histoire, Non. alors que tout l'un des enjeux qui crée des rivalités entre les frères, c'est ok, toi tu vas partir là, j'ai décidé que ce soit toi qui vas partir pour représenter le titre, alors qu'il y a justement dans le catch cette histoire d'image, et il y a un peu ce truc, tiens, c'est marrant qu'ils aient pas pensé à l'envoyer lui en permanence, ce qu'il a un peu sauvé en soi. Mais c'est exactement ça qui l'a sauvé. Parce qu'il l'a autant C'est-à-dire que frustré c'est qu'il quoi- l'a sauvé. C'est quoi l'histoire de Efron en réalité dans ce film? Je vais l'appeler Zac Efron, c'est pas du tout son nom. C'est C'est Kevin Von Erich. Erich. C'est ça, Kevin. Son histoire, c'est quand même le gosse élu de la famille, c'est-à-dire que c'est le préféré du papa. Cette phrase absolument mémorable où le papa il fait Kevin est mon préféré, et puis toi t'es mon deuxième. Oui, non, mais tu sais, ça classement change, peut le classement change. Le classement justement. peut changer et le classement va changer. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Kevin, tu sens que dès le premier plan, c'est le premier qui se lève, qui va aller courir dès le matin, qui se fout une déterre de ouf, qui est hyper secos. Il est fait pour devenir le champion. Et tu sens qu'il porte sur lui le rêve de son père, qu'il veut protéger ses frères et qu'en même temps, il va devenir le numéro 1 et qu'il y arrive et qu'il a un talent pour ça et que c'est une putain de machine, Zac Efron Kevin, du coup. Et il va... il a une détermination sans pareil pour y arriver. Et la trajectoire qu'il va avoir, elle est passionnante parce que tu vas avoir une première moitié du film où il ne va faire que essayer et il ne va que, même tout le long du film, se faire choper la place par un de ses frères, son père qui les met en concurrence, des événements qui vont faire qu'il ne peut pas participer. Il va être toujours frustré de ne jamais pouvoir arriver à devenir le héros que son père voudrait qu'il soit. Frustré, mais malgré ça, t'as le côté familial, la famille qui se crée à côté, et tu vois justement ses frères qui en fait soit perdent la vie, soit je pense surtout au personnage d'ailleurs Jeremy Allen White qu'il faut qu'on cite parce que c'est quand même un acteur qui est en train de monter, notamment avec The Bear, qui lui aussi en fait dès qu'il a réussi à avoir du coup le titre, bah en fait il est vide, il a plus rien parce qu'il a pas d'objectif en fait. Mais c'est ce dont on parle aussi. Ça, le mec n'a rien si ce n'est en plus putain il a perdu un pied, putain c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est pour ça que je parlais de narratif. C'est ce que c'est le pire, c'est que j'ai découvert il y a un frère je crois qui n'est pas dans le film et qui est aussi mort, ils ont retiré ça pour te dire comment l'histoire est horrible de base, ils ont plus retiré. Il y est, c'est le 5e qu'on voit à la fin. Non mais il y en a un autre encore je crois. Il y en a eu 6. Je crois que j'avais vu ça passer. Bon, je te crois. Je n'ai pas les détails, désolé messieurs dames, je suis pas trop dans le catch. Déjà, c'est absolument horrible. Mais tu vois, c'est exactement ça qui se passe avec Zac Efron. C'est que ce qui le motive en premier, c'est que c'est un héros frustré. C'est un personnage qui aimerait être le héros du film, qui aimerait être le héros de son père, le héros de sa propre histoire, et qui n'y arrive jamais. Et le fait qu'il soit un héros frustré, qui est toujours empêché de devenir le personnage principal, c'est aussi ça qui va le sauver. C'est pour ça que c'est un film qui nous parle surtout de masculinité toxique, mais surtout du narratif autour de la masculinité, du narratif qui a emprunté, parce que c'est un personnage qui était destiné à rentrer dans un narratif et qui va s'écarter de ce narratif-là. Qui est sous l'emprise de son père et qui en fait n'a absolument aucun autre objectif que ça, et c'est ce que ont tous les personnages, sauf, alors si je me souviens bien, c'est Mike Von Erich qui est celui qui joue de la musique au début, qui est le plus jeune et aussi qui est le moins costaud. Je sais plus exactement le nom. Je crois que c'est David. Enfin, c'est David, mais enfin, tu vois, qui en fait, lui, il veut faire de la musique de base. Enfin, il veut vraiment partir de cette espèce d'idée de il faut faire du sport, machin, un truc comme ça. Et le moment où le père l'inclut dans le ring, si tu ne connais alors qu'il est pas prêt, bah, le mec il finit. C'est absolument terrible. Il finit à $1 Million Baby. Si vous l'avez pas vu, désolé, je vous donne pas plus de détails, mais allez le voir parce que c'est un très beau film de Clint Eastwood, qui a un très bon personnage féminin. Parce que c'est toute la résolution du film. C'est que ce rêve qui est donné par le père n'a pas de fin. Il n'a pas de fin, il n'a pas de but, il n'est annoncé, ce sont des enfants qui ont repris le rêve de leur père, et une fois qu'ils y arrivent, ils n'ont plus rien, parce que c'est pas leur rêve. Leur rêve, c'est plutôt le père qui se sert d'eux pour animer son rêve, en fait. C'est le classique du parent qui va faire passer les trucs, j'ai pas pu faire ça quand j'étais jeune, donc voilà. Et l'incapacité qu'ont les gamins à se rebeller contre le père, et de juste dire, mais non, c'est ça. Barre-toi, on n'en veut plus, et t'as juste Zac Efron qui à la fin enfin va arriver sans libérer. Quand il finit par être tout seul. Quand il finit par être tout seul parce que tout le monde est mort. Et cette scène absolument merveilleuse où il est avec ses 2 gamins. Où il a créé sa famille. Il brise le cycle. C'est ça. Et enfin, il se libère justement de ce narratif, de ce qui a été imposé par le père, parce qu'enfin il pleure. Et il accepte devant ses gamins de
je suis faible, j'ai peur, je C'est chiale. ça. Et en ça, je suis d'accord, c'est vraiment un des meilleurs films qui traite, je pense, de la question de la masculinité toxique, de la question de tout ce qui pourrait être questionné autour, je sais pas, oui, du patriarcat en quelque sorte, sur pas mal d'aspects. Mais c'est la vrai question... qu'il y a un truc par rapport à la mère aussi qui n'est. C'est pas qu'elle n'est pas très présente, c'est faux. Mais ouais. Mais Il y a un peu elle est ce contentée côté, elle est à à un côté, rôle. mais Elle ouais. est contentée à un rôle à côté, elle est jamais à côté, pas très écoutée. Bah en fait, en soi, les deux, j'ai pas là vraiment l'impression qu'il y a cet angle. Il y a un peu ce côté où les deux, la phrase qui vient souvent, à chaque fois, c'est démerdez-vous, c'est votre problème. Ouais. Et c'est un truc que même elle, en fait, elle commence à s'en libérer aussi, cette espèce d'état d'esprit, parce que justement, il y a ses fils qui petit à petit tombent les uns après les autres. Et surtout qu'au moment, il est magnifique ce moment où t'as vers la fin le père qui rentre et qui fait on mange quoi ce soir, et elle fait je sais pas, j'ai rien fait. Et là le père il tombe des nues, il s'assoit, il la regarde. Non mais oui, ça tu vois, et tu sais, ça c'est aussi, génial. C'est un truc qui est génial avec ce personnage, c'est que encore une fois, on avait parlé aussi de ça pour le podcast sur Pauvre Créature, le côté un peu père toxique, mais sans partir sur des espèces d'énormes engueulades, sauf la scène de la mort de Jamie Allen White, après où justement ils se battent, mais il y a un peu ce côté toujours pas caricatural, malgré ça. Et je trouve ça très intéressant que la scène d'ouverture, justement, c'est lui qui fait du catch et qui a un peu ce côté passe parler de malédiction par rapport à sa famille, qui passe cette espèce de poids sur sa famille et qui se rend pas compte de ses conneries. Il y a un truc qui est vraiment très intéressant. Oui, c'est pas intéressant. C'est justement que c'est le seul qui est en train de se remettre en question par rapport à cette malédiction, à la malédiction du coup qui est imposée par son père qui est le rêve, et qui va justement devoir s'en écarter. Et grâce à ça, finalement, c'est juste sortir de cette espèce de compétition à devenir le meilleur, parce qu'en fait, ça ne mène nulle part, et à la fin, on va tous mourir pour rien. Et pour ça, c'est un super parallèle par rapport à cette idée-là. C'est pour ça que je parlais au début de Rocky, parce qu'il y a vraiment ce côté en fait où les personnages ne gagnent pas vraiment. Non, il y a encore une fois, il y a évidemment un montage un peu cool avec du rush derrière où ils s'entraînent, où il y a des combats et c'est cool. C'est pour ça qu'il y a toujours ce côté quand même positif où ils s'éclatent à faire ça et ils sont en famille, ils s'adorent. Ouais. Mais encore une fois, je pense aussi au combat contre Ric Flair. Ouais. Qui a Rick Hatcher. J'ai vu sur les réseaux tout le monde se plaint parce qu'apparemment il n'est pas du tout, pas qu'il est pas du tout comme ça, mais il est mal joué. Ah ouais. Mais il y a un peu ce côté où le type finit par perdre. Et vraiment, le mec, il est lessivé, quoi. Je trouve que c'est vraiment très intéressant comme film. C'est horrible, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs à dire, mais je n'arrive pas à condenser. Ouais, mais en fait, c'est ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on a passé 10 ans sur un film aussi excellent, un film incroyable, aussi de A24, et qu'on ne va pas pouvoir passer 10 ans sur Iron Claw. Mais de toute façon, de façon générale, Axel vous dira la même chose, Iron Claw est un film vraiment passionnant, un film vraiment visuellement très beau, un drame qui a un vrai, qui est vraiment, bref, c'est un putain de film. Zac Efron est excellent dedans, je m'étais pas vraiment habitué, et je vais du coup moi être assez attentif. Pour être allé voir avec ma petite sœur 3 fois High School Musical 3 au cinéma et avoir tout vu, je ne m'attendais pas quand j'étais petit à pleurer avec Zac Efron devant l'écran en mode bodybuilder. Mais ouais, voilà, c'est vrai que c'est vraiment. Tu n'y es pas, mais j'irai voir. Je serai assez impatient de voir ce que va nous proposer ce réalisateur par la suite. Surtout Zac Efron, parce qu'en vrai. Et surtout Zac Efron. Et c'est ça qui est bien avec A24, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Alors, je vais pas dire qu'il est has-been non plus, faut pas exagérer, mais je pense au Nicolas Cage, les trucs comme ça, les Michel qui reviennent. Moi, je repense à l'événement qu'il y a eu l'année dernière. Des nouvelles performances, pareil que non, c'était A24 The Whale. Oui, c'était A24. Ouais, voilà. Qui reviennent et qui présentent des trucs un peu plus personnels, un peu Brandon plus Fraser, génial en fait. Exactement, qui a regagné une carrière avec Aronofsky, qui se sont remis dedans. Et pour revenir sur la vidéo des top 2023, voilà, c'est The Whale est dans le top 5. Voilà. Bah, tu vois, par exemple, The Whale, je trouvais encore que c'est vrai que tous les deux films sont comparables à beaucoup d'aspects. Je trouve que The Whale est beaucoup plus tir à l'arme que Iron Claw. Oui, ça c'est je trouve que The Whale vraiment il veut t'éclater en deux de larmes. C'est pour ça, pour revenir sur mon top, j'ai 7 tops différents en fait 2023, j'ai mis ça parce que il les a tous envoyés. C'était à moi de faire le tri. Oui, j'en ai envoyé 5, j'aurais dû faire un top 20. Bref. Non, vraiment. Mais c'est bah voilà, non, mais voilà. Bref, quitte à faire une recommandation, si vous avez vu The Whale, allez voir Iron Claw. En vrai, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Il est question de corps dans les deux corps très différents. Oui, aussi. Non, si c'est vrai. Il y a une question de la place du corps dans la vie de l'individu, que ce soit physiquement ou psychiquement aussi. Complètement. Et non, effectivement, ça marche. Ça marche. Pas la langue. Il y a aussi un côté famille. C'est vrai aussi, de revenir à la famille. Ça. Et il y a des pizzas dans les deux. Et voilà, et il y a aussi, bon, on n'en a pas parlé, il y a aussi un côté par rapport à la croyance, à la religion.
Oui. Dans The Whale et dans Iron Claw, c'est aussi présent, notamment une scène de Tsuko que je ne vais pas spoiler, parce qu'elle est belle. Donc voilà, tu vois de quoi je parle. Je vois très bien de quoi tu Mais parles. voilà, c'est tout. Je Très, pense très- qu'on a fait le tour. Très belle scène. On pourra encore en parler, c'est vraiment un film passionnant, mais en fait, moi, je fais le choix que non, parce qu'on va passer à la suite, parce qu'il y a encore un autre film dont il faut qu'on parle, et cette fois-ci, ce sera avec Léa. On va causer de L'Homme d'Argile, bande-annonce. Raphaël? Oui. Garance Cheptel. Vous pouvez m'ouvrir le manoir, s'il vous plaît? Pour qu'elle se prend celle-là. C'est les patrons, hein. Ils te demandent la main au début, puis tout le branquet passe. Léa, c'est à toi. Alors, on va passer à la présentation du film L'Homme d'Argile d'Anaïs Thélène. C'est son premier long métrage. Elle a réalisé auparavant 3 courts-métrages, dont un en 2018 qui s'intitule Le Mâle Bleu, aux côtés de Zoran Boukerma, qui joue le rôle du photographe dans le film L'Homme d'Argile. C'est le réalisateur, notamment avec son frère, de Teddy et L'Année du requin. Dans les 3 courts-métrages qu'elle a fait, elle avait pour muse Raphaël Thierry, le personnage principal de L'Homme d'Argile. Quelle est l'histoire ? Raphaël n'a qu'un œil, il est le gardien d'un manoir dans lequel personne ne vit. À presque 60 ans, il habite avec sa mère un petit pavillon situé à l'entrée du grand domaine bourgeois, un manoir. Entre la chasse au top, la cornemuse et les tours dans la kangou de la postière, les jours se suivent et se ressemblent. Par une nuit d'orage, Garance, l'héritière du manoir, revient dans la demeure. Plus rien ne sera jamais pareil. Alors, je sais pas toi, Maxime, mais moi, je pense que cette réalisatrice a potentiellement un avenir. Et Bah, j'espère bien qu'elle Oui. j'espère bien qu'elle a un avenir. Non, parce mais que il y a si, des... si elle a pas d'avenir, nous on Je est fais la on est voyante, bien dans la ou- on est bien dans Je la suis un peu merde. prétentieuse, mais... Non, mais j'espère bien parce que sinon nous on est dans la merde. Mais oui, c'est un premier film d'une jeune réalisatrice et c'est toujours un événement qui que nous on cherche et qui est assez compliqué, je pense, à passer. Passer le cap du premier long métrage, c'est une vraie expérience. Là, je pense que elle a fait quand même pas mal de. On voit pas mal de symptômes du premier film, je trouve, dans le symptôme du premier film, mais c'est quand même une proposition qu'on voulait aller voir. Oui, parmi les symptômes, peut-être que tu as envie de parler de la question des références. Oui. C'est vrai principalement. que ce soit dans les courts-métrages d'ailleurs, et les grands cinéastes sont passés par là également, à quasiment faire des copies d'autres réalisateurs. Ouais. C'est vrai qu'il y a dans le film, et tout premier film en a besoin, un peu trop de références. Et Je sais que moi je voyais les grosses références un petit peu très classiques, du classicisme, au sens où on a évidemment La Belle et la Bête, on a de Jean Cocteau. de Jean Cocteau, mais même le conte, j'ai envie de dire, La Belle et la Bête en général qui peut revenir, mais vraiment il y a le film est intégré de contes antiques et mythologiques qui reviennent beaucoup, donc je parle. Mais ça, c'est marrant, effectivement, parce que d'habitude, quand on parle de contes, on mélange pas forcément C'est les vrai. régions et les périodes. C'est vrai. Et c'est vrai que là, elle a son histoire ou son pitch lui permet ça. Donc je disais évidemment La Belle et la Bête. On peut peut-être faire le petit parallèle avec le bossu de Notre-Dame, mais je me le garde peut-être de côté celui-là. Bah non, c'est le golem, là, pour le coup, Mais, c'est cité. Le golem pour à la fin, moi je pensais à Pygmalion aussi, dans cet artiste. Avec l'animation de la statue. Avec l'animation de la Mais statue. c'est cet aussi le mythe du golem, en fait. Mais je parle de Pygmalion au sens de l'artiste qui tombe amoureux de sa propre œuvre et qui va embrasser sa propre œuvre. Ah oui, pardon. On a quand même du coup par rapport à tout ça pas mal de mythologies, je trouve, qui sont amenées par rapport à ça, aussi toute la question du beau en réalité, la question de l'art et la question du beau qui sont amenées par rapport à ces thématiques. Toi, tu avais vu d'autres références aussi? Ah bah alors déjà, parmi les références de l'univers du conte, mais il y a quelque chose que j'ai adoré, c'est la présence des roses un petit peu, mais surtout des larmes. Alors ça, oui, ça existe dans les contes, mais c'est toujours mis en scène de manière un peu anecdotique. Et là, c'est marrant parce que c'est traduit dans l'univers contemporain avec, à la fin du film. Non, et c'est pas que à la fin, c'est aussi au milieu avec
ces œuvres d'art là où elle prend ses larmes de tristesse et elle les met dans les petites flacons. C'est vrai, On je va sais dire ça plus du tout dans quel conte. j'ai adoré ça. Dans quel conte Mais il y dans- avait cette idée là de reprendre une larme de princesse. Tu sais, ça fait un peu partie des. Non, il y a des- larmes qui... Après, un truc où il y a une larme qui donne la vie. Oui, mais ça voilà, c'est ça que je dis. C'est Pardon, oui. la larme qui donne la vie ou qui va réveiller la princesse ou le prince. C'est ça. C'est présent dans beaucoup de contes et j'ai bien aimé ce. Même dans l'iconographie, en général, on est quand même dans un château perdu au fond de la forêt, avec cette espèce de princesse, c'est littéralement la princesse en termes où c'est l'héritière de la demeure qui va D'un point de vue reprendre- social, ouais. D'un point de vue social, c'est la princesse. Et donc on a encore une fois toute cette espèce d'idée du conte. Et du coup, on a vraiment en général cette espèce de conte paysan presque, de conte urbain de nos jours. Rural, ouais. Rural, ce serait plus le terme, t'as raison. De conte rural, où on a justement cette bête. Je sais pas si on peut dire le terme bête, j'utilise dans le terme pareil de l'idéologie du conte, mais cette espèce de personnage un peu défiguré, un peu monstrueux, qui est là, qui garde le château et qui va retomber amoureux de la princesse qui en est la propriétaire. Donc il y a toutes ces imageries qui vraiment sont intéressantes. C'est quand même vachement intéressant de lier ces deux imaginaires de film rural assez social français et avec des idées de contes. Pour ma part, je trouverais quand même que j'aurais aimé que le film aille plus, et c'est très personnel, je dis pas qu'il aurait dû, mais moi je sais que j'aurais aimé qu'il aille plus dans le genre en termes juste d'imagerie. Je trouve l'imagerie assez plate. Je trouve que l'imagerie, je sens que l'imagerie est vraiment fait comme un film social. Et dans le terme où on est sur du 4/3 avec une lumière naturelle pour beaucoup de moments, je sens pas une vraie envie de composition de cadre ou de composition de lumière qui me disent quelque chose. Je sens vraiment qu'on est plus, même sur des moments où on a un beau gros grain que je trouve pas très esthétique, mais c'est sûrement un choix. Mais il y a tout cette espèce, moi je sais, de filmage où je me dis, tiens, t'avais plein de possibilités avec le conte, il y avait plein d'idées qui pourraient être amenées, je n'avais pas ces séquences-là. Il y en a une séquence, c'est la séquence de conclusion, la séquence de baiser, qui, elle, vraiment, nous plonge vraiment totalement dans le fantastique, presque. Et pareil, je trouve que l'idée est super, je trouve que l'imagerie et le filmage de la scène, moi, j'aurais peut-être préféré aller plus loin dans le genre, aller plus loin dans l'esthétisme, dans nous tirer encore plus dans le fantastique. Et ça m'a peut-être pas accroché. Je sais pas, c'est mon avis, je sais pas si le film aurait dû ou si le film a vraiment choisi cette direction pour quelque chose. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je me disais, c'est un peu dommage que le film soit pas un peu plus excentrique, voire farfelu, un peu à la Bruno Dumont. Il y a un côté un peu Bruno Dumont, complètement. On peut amener là-dessus. C'est très drôle, vraiment, les gens riaient dans la salle. Hein. Et ça, c'est très réussi. J'ai eu quelques moments qui ont fait marrer la salle aussi, devant L'Homme d'Argile. Il y a une bribe d'humour. Pareil, c'est pas assez. Tu pourrais aller plus dans l'humour encore à des moments. Mais après, le côté rural, je le trouve très intéressant, notamment avec la notion de paysage. Tu sais, quand Emmanuel parle de Raphaël comme d'un paysage, vous êtes comme un paysage, lui dit-elle de manière tout à fait poétique. Et c'est marrant parce que c'est assez proche de l'intention de la réalisatrice. Enfin, elle a j'ai trouvé quelque chose d'original dans sa manière de filmer. Deux choses, plutôt. Déjà, elle réutilise l'acteur qu'elle avait eu pour ses 3 premiers films. Donc, c'est vraiment une muse, quelqu'un qu'elle considère comme un paysage. Elle le dit dans le dossier de presse du film. Mais c'est aussi tout le... Figure-toi que le film a été tourné dans le Morvan. Et en fait, c'est la région de Raphaël Thierry, l'acteur. L'acteur principal. L'acteur principal. Et l'acteur principal, il joue réellement de la cornemuse. Et le groupe Terra Gallica, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est son groupe à lui. C'est vrai ? Oui. Et c'est marrant parce que du coup, il y a un article qui est sorti dans le
Ouais, il y a le journal du Centre qui a titré le film L'homme d'argile, un rôle sur mesure pour le comédien Raphaël Thierry, mort-vent duo pure souche. et, et c'est marrant parce que Donc, c'est vraiment un film de terroir. voilà, c'est ça. Et la réalisatrice, elle avoue, j'ai la sensation que les paysages du Morvan sont la prolongation de son être. Et là, moi, je voulais revenir aussi à la question de la présence du visage liée un peu à la monstruosité, à la beauté. En fait, la réalisatrice, elle arrive avec un geste qui est assez particulier, c'est de voir donc cet acteur comme un paysage, comme une créature magique qui va donner naissance à une matière artistique. Dont là, la référence au golem. Le golem, ça veut dire en hébreu embryon. Bon, bref. Justement, est-ce qu'il y a peut-être un lien par rapport Mais en au fait, il y a une golem? question de renaissance, en fait, je pense. Parce que lui, c'est quelqu'un qui ne se regarde pas dans le miroir. Ouais. Sa mère, elle est assez méchante. Elle lui dit carrément presque qu'il est moche. Il lui manque un œil. Enfin, et Qu'il va essayer de remettre en plus. voilà, c'est quand ça. il découpe carrément une pupille et puis il se la met à la place. Et en fait, ce que la réalisatrice arrive à faire, c'est qu'elle le met en rapport avec la Terre. Et c'est là où c'est intéressant, cette question du paysage, c'est que lui, c'est un homme terre, c'est un homme argile. Et il va creuser en plus pour aller chercher l'argile au fond de la terre. Voilà, il va la ramener et puis il va en fait, il acquiert une nouvelle dimension en accédant au monde. Enfin, en réaccédant au monde. Il accède à une nouvelle... il y a une nouvelle découverte de lui-même au travers du regard de cet artiste, en fait, qui considère son visage comme celui d'un paysage. D'un être vivant, voilà, d'un paysage, Ouais, mais il y avait aussi quelque chose de beau. Voilà. En fait, c'est surtout ça, c'est quelque chose de beau, c'est que c'est un peu J'ai même lu le résumé. Mais c'est aussi celle qui va arriver et lui dire cette phrase qui lui marquait, votre visage est un paysage, c'est qu'elle le trouve beau. Et lui, il y a tout son chemin, c'est vraiment d'arriver à comprendre et d'intégrer cette phrase-là, je suis beau, comment est-ce que je peux être beau, c'est vrai, je suis laid. Et c'est vrai que quand je t'écoute... Moi, je l'ai trouvé beau dans le film. Vraiment. Moi, je trouve que son regard, il est absolument bouleversant. Il est puissant, cet acteur. Et le film, en fait, il est devenu presque comme un espace d'accueil pour une autre beauté et pour une sorte de retour à la terre. Tu vois, même dans l'économie du film, on sent qu'il a été réalisé proche de la nature. J'imagine bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de financement. Et mais c'est vrai que ce que tu ramènes aussi par rapport au fait qu'il se soit filmé avec les paysages, qu'il soit ramené à la terre, qu'il soit filmé dans cette ambiance-là, peut-être c'est aussi pour ça que la réalisatrice n'a pas fait ce que je disais, où moi j'aurais peut-être attendu ou aimé plus d'esthétisme, plus d'imagerie du conte. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle veut aussi l'amener vers plus de... filmer brut cette terre. C'est un film un peu écologique en fait, en quelque sorte. Bah oui. Enfin, je sais pas comment le. Bah si on parle de retour à la terre et de retour aux sources de justement oui on peut. Autochtone. Autochtone. Le type sol. Non c'est vrai. Mais reste si je fais un petit peu mon mec qui critique, je trouve quand même que la relation principale entre les deux personnages sans mentir, à des retournements que je trouvais très attendus, des scènes auxquelles je pouvais un peu prédire ce qui allait se passer à l'avance, ou parce que ce sont des tripes de scénarios qu'on a déjà vus, et qu'il y a aussi dans cette direction-là quelque chose d'assez classique. Et je trouvais que... Mais encore, ce qu'on a déjà vu, c'est une chose, mais je trouvais qu'il n'y avait pas non plus encore... dans ces dialogues et cette relation-là, une mise en scène ou un filmage qui s'en départage, qui en sortait, qui l'amenait autre part, qui le réinventait ou qui me le racontait autrement.
je trouvais pas ça non plus. Du coup, il y avait quand même tout le long du film cette espèce de relation centrale où je vois qu'il y a tout un bagage symbolique et je le redécouvre encore avec ce que tu me dis, Léa, par rapport à ça. Je trouve quand même que la relation principale est un petit peu laborieuse. Il y a peut-être une sorte de timidité, tu ne penses pas? Moi, De la part de la réalisatrice, mais peut-être? je pense que c'est Parce comme que on a- même, il y a vraiment des belles scènes lorsqu'Emmanuel sculpte son corps. Ouais. Mais c'est vrai qu'entre eux, il n'y a pas vraiment de relation finalement. C'est vraiment une relation du peintre à la muse et ça reste assez en suspens, cette relation d'amour. Moi, je pense que ça aurait pu aller peut-être encore... un peu plus loin. Moi, j'ai l'impression que la relation, elle se suppose juste parce que on se doute qu'il va se passer quelque chose presque. Parce qu'on voit comment on voit les événements, mais on sent que lui, il tombe amoureux d'elle parce que elle, c'est la seule qui le voit comme quelque chose de beau en fait. Et ça se comprend tout à fait. Et que elle le voit vraiment juste comme une inspiration, une œuvre, sans mépris, je pense. Et puis surtout qu'à la fin, où justement il y a ce baiser. Mais je trouve ça quand même assez mécanique dans les retournements au moment où tu as son agent qui va venir et qui va et du coup tu as un personnage qui va être jaloux parce que il se dit que qu'il y a un homme là tout d'un coup qui va la prendre. Enfin tu vois, tout ça, ce sont des ce sont des choses assez attendues. Mais je pense vraiment que c'est ça, quand je disais au début, les syndromes d'un premier film. C'est que tu vas vraiment prendre des aspects de scénario qui sont pas mauvais, ils sont bons, c'est cohérent. L'histoire de Margie, elle est tout à fait cohérente. Je dis juste que elle est prise et en prise de références que devait avoir la réalisatrice, qu'elle a accumulées pour créer son histoire qui marche bien. Mais ces références-là, moi je sens que c'est des références que je peux avoir aussi. Et du coup que je vois ce qu'il y a derrière, je me laisse pas tout à fait embarquer, séduire par ce que je vois. Encore une fois, parce que je pense qu'il n'y a pas un aspect de filmage qui m'a conquis ou qui m'a amené un point de vue forcément particulièrement... qui m'emmènerait, qui me raconterait les scènes autrement. Et du coup, j'ai un peu, voilà, juste ce que je veux dire, c'est que j'ai ce sentiment de un petit peu de déjà vu, mais encore une fois, c'est vraiment ce qui se passe quand tu fais un premier film, c'est que tu mets tout ce qui te possède, tout ce qui te plaît. Attendez. Ouais, ton héritage culturel, tes sources d'inspiration. Ouais, c'est ça en fait. Et tu apprends à les utiliser. Donc il y a surtout cette idée-là, moi, qui me venait en regardant le film. Mais je le reconnais beaucoup de poésie et des instants de poésie qui devraient aller plus loin. C'est vrai. Et même concernant les références, il y a aussi... elle laisse place aux femmes artistes contemporaines, notamment Marina Abramović. Et j'ai trouvé ça un peu dommage que, en fait, elle va... son personnage, Emmanuel, va porter une robe bleue, comme Marina Abramović, dans une de ses œuvres. En fait, je trouve dommage que la réalisatrice ne va pas plus loin, qu'elle ne soit pas plus personnelle, plus, tu vois, plutôt que de citer quelqu'un, de faire ce qu'elle a envie de dire, tu vois. Comme, j'imagine que quand elle a fait cette espèce de bunker love, là, c'est ça le ventre, tu veux dire? Ouais, bunker love, venez me visiter, ou le truc des larmes, ça c'est génial, tu vois. C'est très contemporain, et c'est là où je pense qu'elle a aussi des choses à dire, ouais. des choses à dire. Non, mais on attend la suite parce que je pense que ça va être plus fort. Mais évidemment que ça va être plus fort. On sera là en tout cas. Mais en tout cas, merci pour ce film. Vous pouvez écouter notre podcast sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également l'écouter sur YouTube. YouTube, on sort également d'autres vidéos. Récemment, on a sorti notre top 10 de l'année. Encore merci pour les retours qu'on a eu. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. On a passé un petit moment cette vidéo et on a l'intention d'en ressortir d'autres. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Beaucoup de projets vont arriver là-dessus. Et si vous voulez suivre nos actualités et nos formats plus courts, allez sur Instagram, @Pratea. C'est là-dessus qu'on va poster, c'est là-dessus qu'on vous tient au courant de ce qu'on fait et qu'on poste la majorité de notre taf. En tout cas, c'était un plaisir, Tanguy et Léa. Merci pour votre temps. Plaisir partagé. Oui,
Oui. Oui. Merci. Confirmation. Confirmation du plaisir. 0, partagé. 1, 0, Oh 1. là, mon Sortez Dieu. de chez moi. C'est vrai, merci Non, Tanguy. je plaisante. Merci Tanguy pour le lieu, pour qu'on puisse enregistrer ici. C'est un bonheur, c'est des bonnes conditions. Et voilà. En plus, ton chat, il est venu pour que je le caresse. Oh, Tout à l'heure. il a faim surtout. On Puis tout fait- à l'heure. on fait Ouais, on il a fait faim. un bisou à Garfield. Même. Et sur ce, ça ira pour nous. On fait des gros bisous. Au revoir.